Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la 7e illusion. Je suis votre hôte, je suis Sawyer. Et comme d'habitude, je ne suis pas tout seul, je suis en duo avec mon cher ami Julien Judemelon. Comment vas-tu? Salut mon cher CEO, bah écoute, là, comment vas-tu? C'est une bonne question. Après un tel film, on a énormément de choses à dire, on va pas pouvoir tout dire, mais on va parler de quelque chose qui risque de rester gravé dans le temps. Voilà, on dit pas plus. Effectivement, Et effectivement. petit coucou à l'ami JB illustre connu qui aurait dû être parmi nous, mais qui a eu un empêchement, donc voilà, on pense Bien fort sûr. à toi. Et Voilà. on vous invite, on ne sait pas quand sortira ce duo, mais on vous invite à aller sur sa chaîne parce qu'il a sûrement sorti Yep. une vidéo sur ce film. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle de Furiosa, voilà, le grand blockbuster que beaucoup de gens attendaient, y compris presque toute l'équipe, hein, je pense, de la City Illusion attendait ce film. C'était personnellement, avec Dune, ma plus grosse attente de l'année. Parce que faut qu'on revienne un peu sur l'univers Mad Max, mais justement, on vous invite à écouter, on a fait à deux aussi, le duo sur Mad Max Fury Road qu'on a sorti mardi dernier. Et Mad Max Fury Road était pour le coup une énorme claque qui a révolutionné un peu le blockbuster moderne d'action. Hein. Vraiment, je crois qu'on n'a jamais vu quelque chose d'aussi dingue. Enfin voilà, on en a parlé en détail. On n'en reparlera pas ici parce qu'on en a parlé en détail dans notre épisode. Mais voilà, donc Furiosa qui est du coup un spin-off, pour une fois pas un film Mad Max, pour la première fois un film spin-off, même si c'est... Est-ce que ça veut vraiment dire grand-chose dans cette saga, on en reparlera, mais donc un film spin-off techniquement sur le personnage presque le plus important de Mad Max Fury Road, à savoir Furiosa, donc qui était incarné sous les traits, qui jouait sous les traits de Charlize Theron dans Fury Road et qui cette fois-ci est portée par la merveilleuse Anya Taylor-Joy. Mais avant qu'on parle du synopsis, avant qu'on parle de tout, Jus, qu'est-ce que c'est ton rapport à Mad Max, si on en a parlé, donc parlons très brièvement, et est-ce que tu attendais ce Furiosa? Alors pour moi, déjà, la saga Mad Max, jusqu'ici de 4 films, donc avec ce cinquième là, ne comporte aucun mauvais métrage. Hein. Pour moi, c'est d'ailleurs très solide. Je vais pas en citer un par-dessus l'autre parce que tout se complète et c'est ça qui est la force, à mon avis, de l'univers George Miller dans la saga Mad Max, mais aussi dans sa filmographie, on y reviendra. Tout est C'est différent et tout se complète. c'est ça, exactement. C'est qu'il a fait beaucoup de films qui sont assez éloignés sur certains styles, mais il y a toujours les mêmes obsessions, les mêmes thématiques qui se recoupent et cette dimension humaine, transcendantale, etc. Et là, bah oui, les trois premiers se complètent. Et là, on en parlera, mais Furiosa complète totalement Fury Road. Et j'ai envie de dire d'ailleurs, premier warning pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film, n'attendez pas un Fury Road 2. De toute façon, quand on connaît la carrière de George Miller, on sait très bien qu'il fait jamais véritablement deux fois le même film. Happy Feet 2, par exemple, c'était le complément de Happy Feet 1. Même les deux Babe, alors le premier, il l'a pas réalisé, mais bon, il l'a écrit quand même, se complètent et sont différents. Et là, on s'attendait vraiment... Alors évidemment, la bande-annonce mettait en avant ce qui était Fury Roadesque, si on veut. C'est toujours le problème des bandes-annonces, forcément. Des fois, elles montrent ce qui n'est pas vraiment le film en tant que tel, et jamais d'ailleurs. Et donc, Oui, puis c'est Furiosa, généralement le c'est... problème des bandes annonces c'est Et le oui, problème des bandes annonces des films de George Miller en général, hein, parce que quand tu regardes la bande annonce de 3000 ans à t'attendre, c'est une bande ah annonce très oui, nerveuse qui coupe tout et tout, alors que le film n'est ouais. pas du tout ça, quoi. Et d'ailleurs, très important de le souligner, 3000 ans à t'attendre, parce qu'on va forcément faire quelques ponts là. C'est un On film va en qui est reparler, sorti ouais. entre Fury Road et Furiosa et qui est très important. Disons que sans 3000 ans à t'attendre, on n'aurait peut-être pas eu ici la même approche pour un Furiosa que j'attendais, oui. Alors, pas plus, pas moins que d'autres films que je peux attendre, parce que je me méfie toujours. Mais oui, je voulais le voir en priorité. Fury Road, qui à chaque fois que je le vois, monte dans mon estime, donc c'est un beau build-up et tout. Et je sentais que ça allait être différent quand même. Parce que là, il y a forcément voilà, la création du mythe ou du mythe en devenir. Justement, c'est un des trucs du film qu'est Furiosa. On sait très bien où elle est arrivée dans Fury Road, mais encore faut-il savoir comment et avec quel trauma. Et là, ce film, d'ailleurs, ne la ménage pas, hein, notre cher Furiosa. Clairement pas. Et comme tu le disais, d'ailleurs, en sous-jacence, là, déjà, Fury Road, c'était elle, plus ou moins l'héroïne et le personnage principal, quand on y pense. Ce n'est pas étonnant que George Miller ait fait un film centré sur elle, parce qu'il a tout dit sur Mad Max, je pense. Ça sera intéressant d'imaginer qu'il fasse vraiment ou pas sur Mad Max Wasteland, mais ça, on en parlera peut-être dans la conclusion. Et là, ben, j'ai pas forcément eu ce que je voulais parce que je ne savais pas ce que je voulais. J'ai peut-être eu beaucoup plus que j'aurais pu imaginer en voyant ce film. Voilà, c'est une épopée, hein, Furiosa. On va y revenir, qui dure sur plus de 15-16 ans en fait. C'est pas un spoil, hein, on le sent dès le début de toute façon que ça allait durer. Et c'est un peu l'antithèse là-dessus d'un Fury Road qui doit durer quoi 3-4 jours à tout casser hein, sur la poursuite sur la route. Et bah, y a énormément de choses à dire sur Furiosa et je pense qu'on va pas tarder à attaquer le vif du sujet. Mais toi, du coup, comment l'attendais-tu et
comment le situais-tu d'avance, si tu as tenté, voilà, si tu as peut-être tenté dans ta tête de le faire, ce Furiosa par rapport aux autres de la saga? Bah justement, moi je m'attendais, c'était ma plus grosse crainte, c'était qu'il nous fasse justement un Fury Road bis, qu'il nous fasse un nouveau Fury Road. On en parlera, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Bon, on en a déjà un peu parlé, mais voilà, voilà. Mais moi je suis toujours très excité de voir un Mad Max et qui plus est un film de George Miller au cinéma, parce que je trouve que c'est un réalisateur étonnamment, on n'en parle pas parmi les grands, je trouve, tu vois, on n'en parle pas, on ne met pas au même niveau que, je sais pas, un Tim Burton ou qu'un, je sais pas, tu vois, non mais, tu vois, si je donne des exemples tout cons comme ça, parce que peut-être qu'il a une carrière qui est beaucoup plus atypique que la moyenne. Mais pour moi, c'est un réalisateur qui le mérite parce qu'il a une espèce de vivacité dans sa mise en scène, mais dont on reparlera là. Mais voilà. Mais avant qu'on en parle un petit peu en détail, qu'on donne un peu notre avis à l'emporte-pièce et qu'après on rentre dans l'analyse sur Furiosa, de quoi ça parle Furiosa? Voici un petit synopsis pour vous mettre dans le bain. Alors que le monde s'écroule, la jeune Furiosa est arrachée de la terre verte des Vulvani et tombe entre les mains d'une grande horde de motards dirigée par le seigneur de la guerre Demontus. En parcourant le Wasteland, il tombe sur la citadelle présidée par Immortan Joe. Alors que les deux tyrans se font la guerre pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves pour trouver le moyen de rentrer chez elle. Voilà, voilà, donc un petit synopsis de Furiosa qui en révèle pas tant que ça, comme ces bandes annonces d'ailleurs, hein, qui peuvent mettre aussi, qui peuvent donner beaucoup de fausses pistes hein, d'ailleurs. Je le trouve intéressant, ce synopsis, Ouais. parce que cette idée de alors que les deux tyrans se font la guerre, nous on va suivre Furiosa surtout en priorité. Et ça c'est très important à garder. Il faut garder ça en tête. Parce que évidemment, la thématique de la guerre elle est là, mais George Miller, il s'intéresse surtout à Furiosa. Et je pense que c'est la forme humaniste absolue de ce film-là et qui en fait une de ses forces, mais on y reviendra. Voilà. Effectivement, effectivement. Bah écoute, à l'emporte-pièce comme ça, qu'est-ce que tu as pensé de ce nouvel opus de Furious Story? Alors bah déjà, quand je suis sorti de la salle, j'étais un petit peu soufflé en fait. J'ai passé 2 heures et demie, pas en apnée, parce que c'est pas comme dans Fury Road justement. Tu as des changements de ton, tu avances, tu as le temps de réfléchir sur le destin qui est en train de s'écrire sous nos yeux de Furiosa. Tu as le temps de souffrir avec elle, parce que c'est un film qui est très impactant sur certains points. Il y a des scènes qui vraiment sont graphiques. Dans Plus violent aussi que la moyenne des Mad Max, hein, je trouve. Oui, oui, il y a des moments, voilà, avec des petits asticots, du sang, et même graphiquement, visuellement, sur certains effets, on y reviendra, même si c'est pas si étonnant que cela, parce que déjà dans Fury Road, il jouait sur la chromatique, il a toujours joué un peu là-dessus, et puis sur 3 millions à t'attendre, on sait à quoi s'attendre, justement, d'un George Miller maintenant actuel, qui continue à avancer la modernité de sa filmographie, tout en ayant ses bases classiques et simples, hein. Parce que là, une nouvelle fois, le scénario, il est très simple. Il est autrement simple que dans Fury Road. Ce n'est pas un film de scénario, mais en même temps, le scénario, dans le Mad Max, c'est pas ça qu'on va suivre en premier lieu. C'est un parcours, ici initiatique, mais aussi qui progresse. Et en fait, le film, depuis que je l'ai vu, donc là, ça fait 24 heures, grosso modo, il ne quitte plus mon esprit. Et ça monte et ça réfléchit. Là, j'ai bossé au moment où on enregistre ça. J'ai eu une journée de travail, toi aussi. À très peu de temps, très peu de moments, le film m'a quitté ma tête. Et pourtant, voilà, on pense à d'autres choses et tout, forcément. Ce qui est très rare, même avec les bons films, souvent, bon, je le mets de côté et tout. Et là, ça fait presque 24 heures que j'y pense. J'y pense. J'ai pris des petites notes aussi dès que j'ai eu un petit moment de trou. Combien on s'est envoyé d'audio ou de messages depuis hier par rapport au film sur les groupes privés. On en a énormément discuté. Ouais. Voilà, je me suis écouté la BO en corrigeant des copies, etc. Pour rester dedans. Et il y a tellement de choses qui respirent le cinéma déjà, parce que bon, le cinéma de George Miller, c'est du cinéma, mais vraiment à 100 000%. C'est la façon de raconter, surtout. C'est un magnifique conteur d'histoire, George Miller. Et il le fait à la fois simplement, mais toujours avec une forme de simplicité, avec des trucs universels. C'est ça la force de George Miller. Vous prenez un Happy Feet, un Babe, c'est des trucs simples. Peut-être, parfois, il écrit des films entre guillemets pour les enfants, mais il transcende ça. C'est toujours le cinéma de la transcendance. On se répète quand on parle de George Miller, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de simple qu'on a déjà vu, parcours initiatique du héros, machin. C'est un grand fan du monomythe de Campbell. On est toujours dans cette idée, mais il arrive toujours à faire des petites variations de ton, d'ambiance, et avec le personnage de Furiosa, il a trouvé, je pense, le summum de ce qu'il pouvait faire dans sa narration.
Et tellement qu'il en a conscience d'ailleurs de cela, c'est qu'il intègre de la narration dans son film, sans en dire plus, qui est chapitré. C'est-à-dire qu'il assume absolument le parcours ici de cette héroïne en devenir. Et alors, c'est exquis, c'est d'une fluidité extraordinaire. Et au-delà de la fluidité, on s'attache au personnage, on ressent ce qu'elle vit. Et on a des scènes d'action qui sont complètement folles. Alors, il y en a moins que dans Fury Road, mais c'est dans la réalisation, tous les plans sont pensés, c'est réfléchi bien en amont. On voit que c'est découpé, il y a du storyboard derrière, tu le sens. Hein, il a encore fait un film. C'est du cartoon aussi. Hein. Mais oui, c'est ça. De toute façon, c'est un truc que tu peux lire. C'est du cinéma que tu peux lire façon comics, mais du 7e art. Il y a des choses remarquables, des mouvements de caméra qui racontent toujours quelque chose. Ça va être difficile d'illustrer cela ici dans l'analyse, mais parce qu'il faut qu'on le revoie aussi, ce genre de film. Il faut le revoir. Tu vas découvrir 36 000 choses au bout du 20e visionnage, je pense encore. Mais il y a des scènes marquantes sur lesquelles on reviendra plutôt en spoiler, hein, parce que je pense qu'elles révèlent pas mal de trucs sur les traumas, le double trauma à un moment de Furiosa. Et voilà, c'est vraiment, voilà, c'est le cinéma du fluide aussi, George Miller. Et là, c'est la fluidité de l'histoire, au-delà d'ailleurs de mettre l'accent sur les fluides. Et on avance en connexion avec les éléments, en connexion avec ces humains qui ne sont plus vraiment des humains, cette violence absolue, cette guerre de l'inutile absolue qui est montrée là. Il y a vraiment le côté absurde, absolu de la survie même. C'est un film qui met vraiment en exergue le fait que ces gens ne sont pas vraiment humains. Bah, Furiosa, elle croit encore peut-être en cette humanité dont elle a été arrachée au final. Et c'est exactement ça que l'on voit là. C'est le parcours de quelqu'un qui a été arraché à son destin et qui se crée son propre destin. Et alors, bah, ça donne lieu à des moments à la fois épiques, à la fois touchants, solennels, avec une conclusion qui va rester dans les mémoires aussi. Je dirais même une double conclusion d'ailleurs. À date, oui, alors dire que c'est meilleur que Fury Road ou pas, ça n'a aucun sens parce qu'on vient de le voir. Je pense qu'on va arrêter cette idée. Effectivement, on a besoin de recul, je pense. On a besoin de recul, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai plus d'attache et j'ai plus de ressenti après un premier visionnage, en tout cas, sur ce Furiosa que sur Fury Road, parce que beaucoup de choses me parlent. Et ça parle aussi à mon moi d'avant. Ça peut parler à mon moi adolescent, à mon moi jeune adulte et tout. C'est un film qui est tellement universel et transcendantal sur toutes les générations que tu peux te mettre dans le cœur d'un jeune ado, parce que enfant, non. N'allez pas montrer ça à vos enfants, c'est un peu violent. Oh, non, non, c'est pas. Tu peux regarder ça adolescent et très adulte à la fois. Ça passe. Voilà. Et vrai, ça, voilà, on prend un Happy Feet, c'est pareil. Tu regardes ça avec tes gamins, ouais, c'est cool. Tu regardes ça adulte, c'est toujours aussi fort, voire encore plus au revisionnage. Furiosa, c'est ça. Je pense qu'au degré des lectures, avec le temps, avec les années, ce film deviendra culte d'ici 10-20 ans, à l'image de Fury Road, à mon avis. Je pense que les deux même seront très difficiles à distinguer. Il faudra les voir comme deux œuvres complémentaires, et peut-être trois. Pour moi, voilà, ouais, mais pour moi, c'est ce que je dis, justement, je pense que je vais enchaîner sur mon avis à l'emporte-pièce comme ça sur Furiosa. Vous avez compris qu'on a beaucoup de choses à dire. Mais pour moi, ça va être aussi une œuvre. Si Wasteland se fait, on va avoir aussi. Tu vois, on a eu la trilogie de Gibson et maintenant, on va avoir la trilogie. Techniquement, c'est assez ironique parce qu'il n'y a pas vraiment d'acteur qui porte ça. Parce que si Tom Hardy est encore recasté. Enfin bref, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. On risque d'avoir une deuxième trilogie, encore une fois. Pour moi, ça serait la trilogie Furiosa, en fait. Même si le premier s'appelle Mad Max Fury Road, ça serait une trilogie Furiosa. Enfin, j'espère, en tout cas. C'est vrai, ouais, je suis d'accord. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, t'as mis le doigt sur quelque chose que je trouve super intéressant. C'est que au-delà, c'est un gros blockbuster qui explose de partout, machin ou quoi, qui est un espèce de spectacle incroyable. Et en fait, moi, je suis touché et étonné de la dimension super intimiste qu'a le film. C'est-à-dire que sous couvert de toute cette espèce d'énormes bruits, de chaos total ou quoi, on sent en fait qu'il y a un auteur derrière qui veut communiquer des messages, qui a des thématiques et qui parle justement, on en parlait, mais il puise autant dans le Fury Road qu'il puise dans 3000 ans à t'attendre. C'est-à-dire que 3000 ans à t'attendre, c'est un film sur le conte, la manière de raconter des histoires, comment certaines histoires peuvent paraître datées au monde, notamment à travers sa conclusion. Mais là, justement, on a une vraie... je trouve que en plus, c'est un film qui a de l'espoir, parce que c'est un film qui, justement, mais même par rapport, qui va résonner par rapport à ce qu'il a à dire sur le cinéma, c'est-à-dire que on est dans une ère de fin d'Hollywood, de révolution, où les blockbusters ne marchent plus ou quoi. Et c'est un film qui dit, on va ramener la narration, on va ramener une nouvelle manière de raconter l'histoire, on va ramener de l'espoir. Ça sera peut-être pas avec moi, et on en parlera notamment à travers la conclusion, parce que il y a une phrase que moi je trouve passionnante et qui m'a vraiment rendu heureux en fait, au premier degré en fait, en la voyant.
Et c'est George Miller qui dit ça sera peut-être pas moi, en fait, cette espèce de porteur d'espoir, mais je vais faire ce que je peux pour la ramener et il faut que la nouvelle génération le ramène. Et je trouve que c'est quelque chose qui est magnifiquement dit et qui raconte mais quelque chose sur le narratif, sur le conte aussi, sur distinguer le vrai du faux aussi. C'est même un film qui parle de cinéma parce que il parle. C'est intéressant d'ailleurs. Là, on enregistre la jeudi, mais on a vu plein de gens parler de Fury Road et même de la saga Mad Max en général comme une saga qui pourrait être une espèce de une petite collection de contes, tu vois, tellement ils sont différents thématiquement et dans le ton en fait chacun des autres. Et pour moi, en fait, George Miller a, en fait, bon, je suis désolé, hein, je me partis beaucoup, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Et pour moi, en fait, il s'inscrit dans la continuité de 3 millions à t'attendre. Et 3 millions à t'attendre est un nouveau point de départ dans la carrière de George Miller. C'est-à-dire que Fury Road, c'est la fermeture de ce truc de Mad Max. C'est la fin du grand blockbuster. Et justement, ce film est aux antipodes de Fury Road. Donc, si vous n'aimez pas, si vous vous attendez à Fury Road bis, vous n'allez pas aimer parce que c'est un long film fluff, c'est presque un péplum, c'est un western, il y a aussi toute une dimension western dont on parlera. Et donc, c'est un film qui est riche, qui va durer sur plusieurs années, etc. Mais je pense que c'est le plus grand blockbuster que j'ai vu mais ces dernières années, quoi. Enfin, c'est déjà, il a aussi même une manière, ce que je dis, d'utiliser du vieux pour faire du neuf. C'est assez passionnant. C'est-à-dire que je l'ai avec les personnes avec qui je l'ai vu, on en a discuté. C'est vrai qu'il y a une vraie quand on voit le framerate, enfin le framerate, je sais que Adam n'aime pas quand j'utilise ce mot-là, mais quand on voit le nombre d'images par seconde, disons, qui sont employées dans les scènes d'action ou quoi, ce truc nerveux ou quoi, mais même dans les plans, dans le découpage des plans, on a parfois l'impression de voir un film noir et blanc, tu vois, d'époque, en fait, qui est nerveux, qui va à toute allure, qui est rapide. Et utiliser la photographie numérique et la colorimétrie d'un film comme Fury Road, comme Furiosa surtout, qui est récent et qui fait très actuel, et l'appliquer là-dessus, c'est quelque chose qui est passionnant. C'est un espèce de mélange, et le film va le faire métaphoriquement comme littéralement, parce que notamment dans l'évolution, que ce soit psychologique ou physique du personnage, qui est assez passionnante. Mais voilà, il y a une vraie opposition, il y a un vrai truc. C'est un film qui puise dans le western, qui puise dans le péplum, et comme je l'ai dit, et c'est un film qui va mélanger tradition et modernité, justement. Je sais que voilà, c'est un peu cliché comme phrase, mais c'est ce que je pense. Et c'est ce qui va en faire un grand film, une grande œuvre en fait de cinéma. Pour moi, je trouve que George Miller n'a déjà plus à faire ses preuves, même quand ça fait 10 ans, hein, quand même dans Fury Road, hein, on le voyait en 5 minutes, il arrivait à nous époustoufler. Mais là, c'est un grand film fleuve. Je trouve que c'est un film, mais comme tu dis, qui me touche plus presque Fury Road, parce que je vois toutes ces thématiques. Puis on parlera aussi des performances d'acteurs. Je trouve que Anya Taylor-Joy, bon, qui est déjà une de mes actrices préférées, mais qui là est exceptionnelle, tout comme Chris Hemsworth. Mais voilà, pour moi, on n'est pas loin du chef-d'œuvre, on n'est pas sur un chef-d'œuvre. Et pour l'instant, alors l'année est loin de terminer, hein, mais c'est le meilleur film que j'ai vu cette année. Et tu as mis le doigt sur deux choses qui se rejoignent en plus, c'est ça qui est fort. Parce qu'on sent qu'avec George Miller, on pourrait parler de trucs différents, mais tout se rejoint dans sa logique. Déjà que le film, on va dire, emprunte autant à Fury Road que 3000 ans à t'attendre, c'est déjà un exploit, c'est un miracle, c'est exceptionnel. Ouais. Mais quand on connaît Faut un George film qui a Miller. autant bidé que 3000 ans à t'attendre. Voilà, mais quand on connaît George Miller, finalement, c'est pas si surprenant, parce qu'il est capable Non. vraiment, voilà, on l'a dit en intro, mais tu as mis le doigt là sur quelque chose de très fort, je pense, c'est que oui, l'aspect classique du cinéma, ça, George Miller, il le met en avant. Il remet le cinéma en avant dans ses lettres de noblesse, le cinéma avec un grand C majuscule. Tout ce qui a été apporté par beaucoup de grands auteurs du passé, on va pas forcément les citer, mais David Lean, par exemple, donc John Ford pour le côté western, les péplums, tout ça. Sur l'horizon aussi. Hein, ah non, mais on a tout ça. Et là-dedans, tout est super bien digéré, parce qu'il y a le côté super spectacle de ce cinéma-là, tout en, et c'est ça qui est fort, tout en embrassant la modernité, mais une modernité qu'il met au service du cinéma. Là, on n'est pas dans les effets spéciaux, mais c'était déjà le cas dans Fury Road, hein. On n'est pas dans des effets spéciaux bâclés en mode industrie et tout. Non, on voit que ça a été fait avec l'artisanat actuel de ce que les savoir-faire, ceux qui savent faire des effets spéciaux, ont la possibilité de faire. C'est-à-dire que la modernité au cinéma, George Miller, il l'épouse, il l'embrasse. Il a, je sais pas quel âge il a, presque 80, je sais pas quel âge il a, George Miller, hein, mais bon, il a quand même une carrière de fou derrière lui. Il va avoir 80 ans l'année prochaine. Et il fait mieux dans la modernité du cinéma
que des jeunes, ou on va dire des quadras et tout, qui utilisent ça à la chaîne en mode voilà. Parce qu'il prend son temps. Parce que quand il utilise cet art-là moderne, il le fait parce qu'il veut faire du cinéma avec. Hein. Ça peut paraître bête, mais beaucoup de blockbusters actuels, bah oui, forcément, c'est ceux qui ont le plus d'argent et qui utilisent le plus les effets spéciaux. Hein. Oublient que les effets spéciaux font partie du cinéma. Et quand tu vois, tu parles de cinéma muet et tout, les effets spéciaux de l'époque, entre guillemets, qui en étaient, voilà, on voit des films de Chaplin, par exemple, il utilisait des effets visuels remarquables. Je parle de Chaplin, mais il y en a plein d'autres, bien sûr. Eh bien, George Miller, voilà, il a cet artisanat d'effets spéciaux, il utilise des choses un peu nouvelles dans certaines caméras, dans certaines compositions avec la chromatique, les couleurs et tout. On avait peur un peu, certains avaient peur des effets spéciaux sur les bandes annonces et tout, mais en fait ça passe crème parce que il nous plonge dans cet univers mythologique. Il assume cette radicalité en fait. Et en plus c'est un univers futuriste en plus, donc c'est très logique d'embrasser la modernité quand on y pense. Bien sûr. Et ça rentre parfaitement, tout en mettant cette modernité là un petit peu en mode comics. D'antan, dans ces idées de trucs colorés, métal hurlant, par exemple, bien sûr qu'on est là-dedans. Mais là, rien de nouveau sous le soleil par rapport à Fury Road. Non. Ce qui a changé, par contre, et là, j'en reviens à ton deuxième point, c'est qu'il a évolué quelque chose dans sa tête indirectement, parce que c'est le prolongement de sa carrière, en fait, avec 3000 ans à t'attendre, ou de narrateur-conteur qu'il a toujours été. Il a toujours été ça. Il est passé aussi au rôle de passeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est là pour transmettre, on le voit hein, avec le personnage Idris Elba qui représente le passé, qui discute avec cette femme moderne qui étudie les mythes, et il y a une idée de passage dans le monde moderne, justement, de ces contes. C'est exactement ce qu'il prolonge là avec Furiosa, et aujourd'hui, il se met en position de passeur. Il est là, avec Fury Road, il a refermé cette idée de côté mythologique de Mad Max, justement. Mad Max, c'est lui qui a créé ça, il a lancé sa carrière là-dessus. Voilà. Mais comme Mad Max, c'est un passage de flambeau à Furiosa, tu vois. Enfin, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est que voilà, il est le passeur là, comme Mad Max a déjà passé le flambeau à Furiosa dans Fury Road. Hein. C'est pour ça que j'ai du mal à imaginer un Westland avec Mad Max, du moins en personnage principal, parce que tu le vois s'effacer dans la foule à la fin de Fury Road, on en a parlé dans le duo rétro, hein. Ça n'aurait aucun intérêt de le faire revenir. Mais bon, après, pression des studios ou pas, George Miller, je pense qu'à un moment, il va dire je fais ce que je veux ou je fais pas. Parce que là, avec après, on verra. On verra. Je pense que s'il a quelque chose à raconter avec Mad Max, je pense que qu'il l'assume ou quoi, il peut en faire quelque chose de très intéressant. S'il trouve un axe, mais je pense que ça ne se fera pas sans Furiosa. Mais on reviendra sur la zone spoiler. J'ai pas de théorie à ce niveau-là du tout, mais on pourrait imaginer un angle en tout cas. Enfin, si jamais. Voilà, c'est peut-être un truc tiré par les cheveux, mais on ne sait pas avec George Miller. C'est toujours intéressant. Et là, l'idée du passeur-compteur, on l'a dans le film. C'est-à-dire que factuellement, George Miller, et là on y reviendra dans la zone spoiler quand même, hein. D'abord on parlera des acteurs vite fait et tout, et des performances et des personnages, mais il se met en scène, George Miller, dans le film, indirectement. Voilà. Et ça, il faudra qu'on y revienne, parce que je pense qu'il y a une volonté, et il a une lucidité absolue dans Furiosa. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est le summum de sa carrière, de lucidité et d'aboutissement de son cinéma. Qu'on apprécie plus ou moins ce film que ses précédents, c'est pas un problème. Voilà. Mais je pense qu'on va pas pouvoir renier le fait qu'il aboutit quelque chose. Alors certains diront qu'il aboutit moins bien, etc. et tout. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais là, on voit qu'il arrive je ne vais pas dire une fin de parcours, parce qu'après tout, tant qu'il pourra avoir la santé, il fera du cinéma, George Miller. Mais il a conscience d'eux. Voilà, il arrive à un point de sa carrière où il sait qu'il a fait plus de films avant qu'il en a fait. Et en même temps, malgré ce vieil âge, c'est un film qui est plein d'espoir, je trouve, parce que c'est un film qui ramène justement ce truc-là et qui veut se battre, en fait, qui dit, mais vous vous souvenez, en fait, à l'époque où le cinéma et les contes, etc., bah, en fait, c'était ça, c'était juste des fables et c'était une manière ancestrale de raconter des contes, mais où on peut encore y trouver des choses passionnantes à puiser aujourd'hui, en fait. Et tu sais, voilà, là, c'est pas un spoil, mais il y a un des personnages George Millerien dans le film qui a cette lucidité-là, malgré le fait qu'il soit on va dire l'un des bras droits de Dementus, on le voit dès le début, c'est cet homme histoire là qui compte, voilà, qui dit les choses, et on voit lui, c'est quand même le seul qui a une lucidité dans ce monde de fous autour de Dementus. Et donc c'est ça. Je pense que George Miller, c'est pas qu'il s'est mis en scène, mais il a pensé à un alter ego là. Et puis un minimum d'empathie aussi, parce que tu vois, c'est le personnage qui pleure. Et je trouve que c'est aussi ce qui fait quand il représente aussi
tu vois, dans le blockbuster aussi, le manque d'empathie, le manque d'émotion qu'on a aussi Bien pour les sûr. derniers Ah projets oui. ou quoi, il représente aussi le retour de l'espoir, de l'envie de voir ces personnages réussir. Et je trouve que les personnages, c'est con à dire, mais il y a une espèce de retour de naïveté, je trouve, qui est absolument dingue. Oui, On a envie que ces personnages réussissent, on a de la peine quand ils souffrent. Et il y a une vraie création, en fait, il y a une vraie création d'émotion, en fait, je trouve, qui se crée dans oui. ce film-là, qui est assez passionnante, en fait. Parce qu'il ose raconter des histoires sur le papier éculées et déjà racontées, avec sa façon de le faire humaine actuelle, avec la modernité. Moi, je trouve ça d'autant plus touchant parce qu'il n'a pas peur de faire de la redite. Il s'en fiche. Tout a été déjà raconté. On parlait du monomythe de Campbell. De toute façon, à la base, tout est déjà dit à ce niveau-là. Voilà. C'est Donc, ça. peu importe, il s'en fiche de ça. Tout peut être redit différemment avec des émotions et des personnages qu'on inscrit dans un univers. C'est ce que nous fait George Miller. Et c'est là où c'est le prolongement de 3000 ans à t'attendre aussi. Hein, parce qu'on avait des histoires qu'on avait déjà entendues et tout, qui sont racontées d'une façon différente avec l'émotion. L'émotion de ce qu'a vécu le personnage d'Idriss Elba, par exemple. C'est quand même fort, ça. Et ben là, il fait pareil. C'est-à-dire qu'il inscrit ses personnages avec un destin assez classique dans des émotions, dans des traumas et dans sa mise en scène. C'est ça qui fait la différence. Il nous fait rentrer dans les émotions et les traumas. Il y a des scènes dès le début, voilà, avec les larmes, le focus sur les yeux, on va y arriver, on va en parler après. Il y a ça, l'idée des fluides, très George Miller au début, c'est ça. Hein. Il y a du sang et des larmes, hein, dès le début. Hein. On va même au-delà de Ouais. l'eau et du pétrole, la guerre de l'eau, la guerre du pétrole, ils s'en fichent de la guerre, là, c'est bon, ça a été déjà dit dans les Mad Max d'avant, peu importe. D'ailleurs, il y a un moment dans le film où il en joue là-dessus, puisqu'il fait un discours elliptique sur ce qu'on sait déjà, et ça j'adore. Sur la guerre aussi, ouais, bien Ils sûr. s'amusent de ça, justement, parce que les gens qui attendent des trucs de guerre et tout, c'est pas ça le plus intéressant. Je vous rappelle que je raconte l'histoire de Furiosa ici. Hein. Le Ouais, titre c'est n'est pas, ça. n'est pas là par hasard. Mais dès le début, on a tout compris. Et on voit la sueur, on voit les larmes, on voit le sang, on voit l'humanité derrière, même dans des personnages qui, sur le papier, pensent eux-mêmes d'ailleurs avoir perdu leur humanité. Et là, on en arrive au personnage extraordinaire de Dementus. Parce que Chris Bien sûr. Hemsworth, qu'on n'a jamais vu aussi bon, mais en fait, oui et non, parce qu'il cabotine, entre guillemets, un peu à la tort, et George Miller l'utilise comme ça, mais avec une dimension extraordinaire qui s'inscrit parfaitement dans cet univers, parce que Dementus, il représente la folie absolue de gens qui ont perdu pied avec une forme de réalité et d'humanité. Et moi, je trouve que Oui, et puis l'évolution... qui se complaisent dans le divertissement et qui veulent continuer de se Mais... divertir, de Et c'est ça, conquérir, tu alors, vois, c'est aussi ça. dès le début, il nous est présenté comme une sorte de gourou, là, je pensais à Jared Ouais, avec son Leto à un espèce de moment. robe, là, ouais, c'est ça, ouais. Ça aurait pu être Jared Leto dans le rôle. Oh, putain, ça aurait été Oh limite putain. encore plus drôle. Et après, la première chose où on le voit, il fait un jeu du cirque, là, sous les yeux de la petite Furiosa, en mode, ouais, on écartèle quelqu'un avec des motos, et c'est vraiment les jeux du cirque. Mais il se croit dans un péplum, il se croit dans Bénur, c'est un empereur romain, Nimantus, tout Ah non, mais simplement. bien sûr, bien sûr. Voilà, Puis c'est ça le il y a péplum. une, mais il y a un vrai jeu, mais même par rapport à aussi, il a un espèce de fragment de ce qui reste de l'humanité, ce qui reste du conte aussi, de la narration, avec cette espèce de nounours qui le caractérise tout au long du film, et puis qui Extraordinaire. représente, parce que il dit que ça appartenait, je crois, à ses garçons, voilà, bon, c'est pas un Ah, le spoiler. trauma Voilà. originel. C'est C'est quelqu'un ça, qui est né d'un évidemment. trauma Et c'est ce originel qui, aussi. ouais, et qui crée cette espèce de truc où le personnage n'essaye de pas oublier ses racines, mais qui perd pied et se complaît justement dans cette figure du conte qui a déjà été racontée. C'est justement le personnage de Furiosa qui va tout basculer, tu vois, tout chambouler en fait vraiment. Et c'est assez passionnant quand tu le prends par ce pied-là aussi. Il faudra revenir là-dessus sur la zone spoiler, parce qu'en plus, il y a une logique d'écriture. D'emblée, dès le début, tu comprends où ça va nous mener, mais alors, ça le fait super bien. Hein. Et puis, bah oui, tu l'as dit, Anya Taylor-Joy, bon, bah, écoute, de toute façon, c'est plus trop une surprise maintenant, mais dès son premier film connu, The Witch, il y avait quelque Elle chose était en déjà elle. exceptionnelle. Ouais. Il y a un Donc, truc, ouais, mais même, il y a un truc dans son regard, je trouve, qui est assez incroyable parce que tu vois, c'est une actrice qui est très très belle, mais elle a un espèce de truc très étrange, parfois très, parfois presque un peu, bon, je déteste ce mot, mais qui crée du malaise, tu vois, dans son regard. Elle arrive vraiment à inspirer et à créer l'ambiance de Mad Max et à la retranscrire. Et par contre, je trouve que on peut débattre, est-ce que c'est mieux que Fury Road ou pas, mais je trouve que Anya Taylor-Joy met sa raclée à Charlize Theron en c'est Furiosa. pas pareil. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que bah, forcément, Charlize Theron joue une Furiosa différente, qui va être moins sur les émotions, qui est devenue plus froide par défaut, plus calculatrice par rapport à son plan ultime de vengeance et de rédemption. Donc, elle joue pas la même partition, tu vois ce que je veux dire? Donc,
on peut pas trop comparer, si ce n'est la scène vers la fin de Fury Road où elle comprend qu'elle a tout perdu et qu'il n'y a plus d'espoir. C'est très intéressant, tiens d'ailleurs. Écho inversé de Furiosa là-dessus. Et de Furiosa, le film dont nous parlons là. Mais Anya Taylor-Joy, oui. Puis alors, mention spéciale à la petite Alila Brown qui joue Furiosa enfant. On a l'impression que c'est la petite sœur de. Elle lui ressemble, elle est très très bien castée. Hein. Ouais, elle lui est super bien cette jeune actrice parce que alors elle aussi dans le regard et dans l'expression et tout. Très beau coaching, très bon directeur d'acteurs aussi, George Miller. Enfin, je pense qu'il arrive à transmettre à ses acteurs, actrices à chaque fois ses intentions et ça passe crème, quoi. Je pense que même, je vais être méchant, les petites balles perdues, mais peut-être pas une balle perdue non plus. Je pense même qu'un Ryan Reynolds, qui peut être un excellent acteur, serait mais exquis avec un George Miller. Tu vois, c'est pour ça, des fois on critique des acteurs, actrices, c'est juste leur choix de carrière qu'on va critiquer. Voilà, même Dwayne Johnson, on peut cracher dessus, mais on sait que ça peut être un très bon acteur. C'est une question de direction et de choix de carrière. Et là, oui, voilà, c'est. Puis même Tom Burke qui joue ce personnage secret là, qui débarque un peu au milieu là, qui transmet un petit peu sur la Fury Road les camions citernes. Lui aussi, c'est des révélations, quoi. C'est des acteurs. Et c'est jamais dans le à part Chris Hemsworth, mais c'est ce qu'on lui demande, il n'y a jamais un surjeu de trop. C'est vraiment dans la partition, quoi. Non, ça pourrait être sur la ligne du kitsch à chaque fois, mais ça l'est jamais. Ouais, ça. Et puis voilà, puis après, il déroule, quoi. C'est vrai qu'à certains moments, on est dans Fury Road, au niveau de certaines scènes. Alors, ça, c'est. Il y a 2 grandes scènes d'action dans le film et qui sont assez spectaculaires. Alors, il y en a 2, voilà, sur la route, même que ça va rappeler Mad Max 2 un moment avec le camion citerne. Et puis, alors, les chorégraphies de ce qui se passe sous ou sur le camion, mais ça, c'est du grand art absolu. C'est ce qui se passe, voilà, sous le camion, machin, puis on passe par-dessus, les Warboys qui sont là, évidemment. C'est pas du fan service, hein. Non, parce qu'on l'a dit dans le film, c'est Morton Joe et tout, qui fait la guerre, donc forcément, on retrouve des choses de Fury Road, mais il n'y a pas de fan service, voilà. Et alors, là, il y a tout un jeu de corps et de chorégraphie dans ces scènes-là. Je pense qu'on touche un summum là-dessus. Alors, il y a des effets spéciaux, bien sûr, mais alors, c'est huilé, hein, et on sent que vraiment on a des cascadeurs physiques qui ont pris des risques, voilà. Et là, on le voit bien, on le sent bien. À The Fall Guy. Ah, ça, c'est sûr que dans The Fall Guy, mais encore The Fall Guy, on peut dire ce qu'on veut du film. Au moins, la fin, avec le générique, montre que ce sont des gens qui prennent des risques, mais il y a une idée de chorégraphie que c'est songé avant. Il y a aussi une mise en scène de la cascade, hein, quelque part. Et là, George Miller, justement, il utilise cette mise en scène de ça. Il y a un art. Et il le fait dès le premier Mad Max, de toute façon, l'utilisation des cascadeurs. Ben Cana qui était blessé, d'ailleurs, c'est allé assez loin, le premier Mad Max, parce qu'il n'y avait pas les moyens, surtout. Mais dès le début, on sait qu'il a su gérer ça. Alors là, c'est super grandiose. Et puis en plus, dans une scène de cascade, camion citerne et tout, vous allez avoir la rencontre de 2 personnages qui vont se développer dans la deuxième partie du film. Il y a quelque chose qui se noue entre 2 personnages. Oui, voilà. comme dans Fury Road, il crée le développement du personnage par l'action. C'est ça, exactement. Là, c'est là où il continue quand même. Il y a une continuité avec Fury Road. C'est-à-dire qu'il avance l'action, c'est spectaculaire et tout. Mais alors, le récit, la narration continue à prendre corps. D'autant plus. C'est pas juste des scènes gratuites en mode « Oh, c'est spectaculaire, oh lololol, et hop ». Non, non, non. Il n'y a rien qui est gratuit avec George Miller. Bien sûr. Et c'est ça que pour ça que là, Furiosa, c'est un miracle parce qu'il arrive à agencer cela. J'allais dire, Fury Road, c'était limite simple. Une fois qu'il avait la recette, il nous l'installe. Après, il défile le truc. Hein. Là, il arrive à reconnecter des scènes assez différentes, intimistes, un petit peu infiltration aussi. Non, et puis il nous perd jamais sur ça. Enfin, il y a des scènes d'action au sniper aussi qui ah oui, mais ça c'est génial. Qui sont aussi exceptionnelles, quoi. Enfin, qui reviennent plusieurs fois. Enfin, c'est assez dingue. C'est génial parce que tu vois, tu as presque. Alors, c'est pas un film. Le côté film de guerre, pas trop, parce que justement, il veut pas trop s'en intéresser, mais le côté infiltration un peu plus, oui, qui pourrait préparer des actions de guerre. Alors, il y a des moments. Puis alors, à chaque fois, la caméra, elle est excellemment bien placée et utilisée dans ses mouvements. Hein. C'est même avec la flamme et tout. C'est fou. Il arrive à faire des transitions avec les effets spéciaux. D'ailleurs, c'est très très fort. C'est vrai qu'il exploite le numérique. Ça pour le coup, c'était déjà dans Fury Road, mais il exploite le numérique d'une manière assez exceptionnelle. Très peu de réalisateurs qui arrivent à le faire vraiment bien, ça. Hein. C'est vrai. C'est peut-être même l'apanage même d'un jeu. Je vois pas là de suite. Là, je sais pas. Mais il y a peut-être Edgar Wright qui le fait, mais avec les scènes d'action et tout, qui le fait bien aussi. Mais c'est pas pareil. Pas pareil. C'est pas la même chose. Peut-être qu'avant qu'on passe en spoiler, on peut parler aussi du fait, comme Fury Road, mais c'est un vrai film féministe aussi. Hein. C'est un vrai film qui rapporte, tu vois,
qui met le féminin en avant, qui combat justement cette espèce de masculinité toxique, littéralement, métaphoriquement et littéralement dans certaines scènes d'ailleurs. Ouais, c'est surtout le combat d'une femme qui a été enlevée donc de son paradis, tout ça, un petit côté Monte Cristo, hein, coucou Adam au passage, c'est vrai. Voilà, il y a le côté après la vengeance. Après, c'est pas le même contexte et tout. C'est sûr qu'après, si on pense à Mais il y a aussi l'adaptation. pour moi, il y a ça peut-être qu'on en parlera en spoiler, mais il y a aussi un côté très Conan le barbare, je trouve, Oui, dans bien ce que sûr. ça crée sur un vrai truc fleuve comme ça. Il y a presque un côté presque dark fantasy par moment, en Et fait. je pense que c'est une des influences du film aussi, parce qu'on parle de péplum et de western, il y a un côté dark fantasy, mais post-apocalyptique. Et ça, Bien c'est un sûr. mélange qui se fait plutôt bien, je trouve. Ouais, Et, ça passe très bien. Ouais. et ouais, féministe, oui, 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 dans un sens de toute façon, parce que c'est une femme qui va devoir se débrouiller seule face à la folie des hommes qui ont perdu contact. Alors, un moment d'ailleurs, au début, c'est pas un spoil, hein, il y a une scène avec une femme du clan de Dementus qui est très intéressante, voilà, avec sa mère, parce qu'il y a la mère de Furiosa qui essaye de venir la chercher, et tout ça, bon, on va pas rentrer dans les détails. Et il y a cette femme-là, qui est malgré elle dans le truc. Mais je crois que c'est littéralement. Alors, il y a deux personnages féminins autres que Furiosa, enfin, trois avec la mère, grosso modo, de Et qui sont tête, caractérisés, quoi. Ouais. mais très peu, hein, du coup. Bon, il y a les mères, voilà, celles qui doivent donner un fils parfait qui n'arrivera Donc on voit jamais, dans Fury Road. même en Joe, voilà. Enfin, on voit même les autres, hein, du coup, aussi. Et il y a il y a la vieille dame avec les cadavres aussi, à un moment. Bon, C'est vrai. très, qui me rappelle un petit peu des trucs de Thunderdome aussi, vite fait. Enfin, je sais pas, il y a des choses comme ça, là. Il faudrait que je revoie et que j'y repense. On Parce que c'est parlera de toutes ces Beyond, références au Mad Max précédent aussi. Hein. ça c'est Beyond Vengeance, hein, pour Ouais, bien citer le sûr. dernier acte. Et ouais, non, mais oui, féministe, oui, mais humaniste au sens large, j'ai envie de dire surtout. Bien C'est sûr. surtout humaniste au Bien sûr. sens large. Je pense qu'on va y aller dans les spoilers, là, et on va tout lâcher, là. On va pouvoir parler des spoilers. Ouais. Bah alors, écoutez, si vous nous quittez maintenant, écoutez, allez voir Furiosa, c'est un des grands films de cette année. On ne peut que vous le conseiller. Toute l'équipe d'ailleurs de cette illusion pour l'instant est très fan du film et on vous le recommande. Mais pour les gens qui restent avec nous, on va passer en spoiler. De quoi on pourrait parler peut-être un petit peu de ces Et références Kima. aux anciens Mad Max peut-être. Ouais, non, mais les traumas aussi, surtout. Parce que, Les à la traumas aussi, rigueur, bien les sûr. références aux anciens Mad Max, j'avais envie, on en a plus ou moins parlé déjà, et puis c'est pas le Effectivement. plus important, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence de la saga de toute façon, et vous verrez des clins d'œil, entre guillemets. C'est pas des clins d'œil, c'est juste que c'est dans la logique de cet univers, point barre. Donc, Il y a le conteneur du 2, il y a ouais, la scène de fin de track du 1, et c'est enfin pas voilà, illogique, il hein. C'est pas convoque plein de choses. illogique. Bien C'est sûr, pas illogique, bien c'est sûr. vraiment ouais, on est dans cet univers, faut pas oublier non plus qu'ils n'ont pas des ressources illimitées, donc oui, il y a des trucs qui reviennent, ça me paraît évident. Et alors, les traumas, parce que bon, au début, elle se fait enlever et tout, la mère réussit à poursuivre. C'est des scènes de poursuite très intéressantes de loin, d'ailleurs. Là, l'idée du sniper, il est déjà là au début, avec la mère qui veut récupérer sa fille. Enfin, la mère. Oui, enfin, c'est probablement sa vraie mère, hein, de toute façon. Ouais, non, Et ça peu va, importe. mère. Et c'est intéressant parce qu'il y a toute une idée de prendre son temps. C'est ça aussi le film. Il y a des personnages réfléchis, et elle fait partie de cela, Furiosa, par éducation, qui décident de prendre leur temps et qui ne sont pas dans on va dire, la précipitation de cette folie de la guerre des hommes. Bon. Et puis donc, bah, la petite et tout qui voit la mort de sa mère, alors ça. Et ce qui est terrible, là, c'est Dementus qui lui dit de regarder. Il veut pas qu'elle détourne le regard. Et bien, en faisant ça, Dementus, il crée Furiosa, pour moi. Oui, Il crée ouais, ouais. celle qui ne détournera pas, qui va faire face à son terrible Qui destin et qui va abandonnera essayer pas, ouais, de c'est le ça. transcender. Elle va transcender un destin à la base, elle devait devenir une des femmes de Murta Joe. Non, au final, elle va faire son propre truc d'infiltration en passant pour un garçon et tout. Elle va prendre des années, on voit l'ellipse et tout. Elle se coupe les cheveux pour éviter le pervers fils de Immortan Joe. Les cheveux, on les voit en ellipse, en time-lapse sur la branche. On Ça, c'est voit super l'évolution. aussi. Enfin, C'est génial. Les time-lapse dans ce film, c'est génial la façon de il y faire a des une maîtrise de transitions. la transition qui est assez Oui. balèze aussi, ouais. Et donc Furiosa devient. En fait, c'est là où c'est extraordinaire, c'est que Dimentus crée le mythe Furiosa. C'est son mythe à lui. Il le Oui, dit d'ailleurs, à un moment, c'est lui qui change, c'est elle qui va tout changer peut-être. Le seul espoir qu'il pourrait garder, ça serait peut-être à travers elle. Il l'appelle, je crois, euh, Little D. Ouais. Little D, voilà. Non mais c'est extraordinaire quand même. C'est-à-dire qu'il tue sa mère sous ses yeux et il veut faire d'elle ses filles adoptives. C'est complètement Oui, fou. c'est Ça ça. prouve d'ailleurs le gars schizo absolu qui a perdu pied avec la réalité. Et en fait, Furiosa lui doit beaucoup indirectement. Mais à la fin, on peut parler de la boucle à la fin, hein, le face-à-face. Mais exquis dans cette.
on va dire, ce côté désert jaunâtre brumeux, on sent que c'est particulier, on est dans les limbes, là. La photographie de cet instant, après la tempête du désert, parce qu'il y a l'idée de l'écho, au début, on a une tempête de sable, il y en a une à la fin. C'est pour ça qu'on peut parler des éléments. Les éléments sont très importants dans le film. Hein. L'élément, la terre, l'eau, évidemment, pour les fluides, le feu qui revient souvent. Le feu, hein, évidemment, qui revient aussi. Ouais. Et les airs, c'est là où on reconnecte l'humain à la terre, au final, hein, et à cette terre qui a été dévastée. Et à la fin, il y a ce face-à-face, avec des dialogues qui peuvent paraître surécrits comme ça, mais non. On est dans la fameuse naïveté de l'histoire que veut nous raconter George Miller, mais quels impacts où Furiosa refuse de devenir Dementus. Et elle refuse de le tuer, en fait. C'est-à-dire que non seulement, pour assouvir sa vengeance, elle ne va pas le tuer, elle ne va même pas l'abandonner dans le désert. Ça va être encore pire. On peut parler même de la fin, c'est qu'elle le maintient en vie. Lui qui dit que nous sommes tous morts, sommes tous des cadavres et tout, eh bien, elle va lui prouver que non. Elle va lui prouver en le faisant souffrir, surtout la vengeance, elle est ultime, en le maintenant en vie, elle va réussir à faire pousser la graine que sa mère lui a léguée, la graine de pêcher, enfin l'arbre à pêche, hein, tout simplement. Et c'est celui-ci qui va réussir à donner des fruits qui vont aider à la vengeance de Furiosa dans Fury Road, parce que ça connecte comme ça. C'est sur son cadavre, qui n'est pas un cadavre, parce qu'elle le maintient en vie, sur ses asticots et tout, sur ses trucs gastriques, il va redonner la vie, et c'est lui qui, indirectement, donne l'espoir sur sa souffrance ultime. Et là, on a une vengeance qui est froide et forte, mais calculée pour donner la vie. Et ça, c'est une fin, mais extraordinairement exquise. Furiosa devient ce mythe-là. D'ailleurs, moi, j'ai plusieurs choses à dire sur cette fin, pour le coup, parce que on a déjà, je trouve, ce conteur, on reparlera du conteur aussi, mais on a aussi ce conteur qui raconte toutes les manières dont les gens pensent que Furiosa a tué Dementus, qui sont illustrés, que moi je trouve, mais aussi assez dingue. On voit tous les trucs où elle lui tire une balle à travers l'ourson, elle lui cache avec Marc, comme il a tué d'ailleurs Praetorian Jack plus tôt dans le film. Enfin, voilà, il y a toutes ces figures-là aussi. On n'a pas parlé de cette scène, mais elle est assez dingue. Mais il faut en parler, on va en parler maintenant parce qu'on va oublier. Parce que c'est le deuxième trauma de Furiosa. C'est-à-dire qu'il y a le trauma originel de la mère qui meurt et après, pas dans la même position, mais pas loin, elle est obligée d'être témoin, hein, soyez témoin, c'est drôle, de la mort. Alors, Praetorian Jack, hein, pour contextualiser, c'est le gars qu'elle va rencontrer. Elle va se lier à lui, elle veut construire un espoir avec lui, elle veut l'amener avec lui retour dans sa terre verte, etc. C'est une histoire d'amour qui est naissante, mais qui va jamais être montrée comme une romance niaise. On va pas les voir s'embrasser non plus. Au moment, ils se prennent la tête comme ça, on voit une connexion. Et en fait, au moment où ça se consomme, les deux se font prendre par Dementus, et Dementus va tuer Praetorian Jack, mais très lentement, hein, traîner derrière des motos avec les chiens qui le bouffent. Et en plus, on va pas voir la mort réelle dans le champ, c'est hors champ, on sait. Et voilà, la caméra qui tourne. Il y a tout un plan séquence qui fait ce build-up horrible, qui tourne autour de Furiosa. Qui est long, en plus, cette scène est longue, enfin, vraiment. Et oui, puis tu as Dementus en haut, en mode juge absolu, qui prend un malin plaisir à voir ça. Et là, c'est le deuxième trauma. C'est une scène extraordinaire, ça. Parce que dans la préparation du truc, en plus, voilà, les deux ont fait face et tout. Il y a tout un truc avant, là, dans le moulin à balles, là. Un truc absolument fou aussi. Un truc assez dingue aussi visuellement. Enfin, on n'en a pas parlé, mais aussi il y a un vrai. Il crée un espèce de terrain de jeu à travers les lieux aussi qui convoque. Mais c'est jeu vidéo là. Là, c'est du jeu vidéo. Oui, aussi. Le sniper et tout, c'est là. Là, on voit qu'il est ami avec des Hideo Kojima ou quoi, tu vois. Ça peut faire penser à ça. Il y a ça, et puis à un moment, il convoque la peinture avant avec celui qui contrôle Pétroville et tout. Enfin, il y a plein de tout. Cette envie aussi d'imiter la vie d'autrefois, tu vois, de refaire la peinture, tu vois. Enfin, il y a aussi. C'est génial ça. Et puis voilà, donc là, cette scène où là, c'est le deuxième trauma, c'est le trauma de trop. Bon, remarque, c'est déjà. Mais mon Furiosa, là, son destin, c'est d'être seul, hein, de toute façon, d'un moment ou à un autre. C'est pour ça que dans Fury Road, au final, avec Mad Max, il n'y aura jamais l'embryon même de potentielle romance. Déjà, Max, il ne peut pas. Il a ce trauma à lui. Et elle, elle a ce trauma. On comprend mieux des choses de Fury Road, en fait. Le bras mécanique, parce que elle se coupe le bras c'est assez dingue aussi. Enfin, cette espèce de plan où tu vois le bras qui pend comme ça, enfin, c'est fou. Ah, c'est gore. Hein. Après, il y a un plan avec les asticots et tout, là, quand les il y a une vraie truc du gore, hein, d'ailleurs, parce que le mec qui a sa gorge tranchée, là, et qui doit parler pour dire où est Eden, le jardin, c'est assez. Je trouve que c'est un des plus hard dans le gore de la saga, hein, pour le coup.
Ah oui, oui, clairement, mais il va au bout parce qu'il assume le fait que c'est une vraie tragédie épique, dure, que Shakespeare aurait adoré. Il aurait adoré ce genre de C'est vrai. film en plus, parce que voilà. Et, euh, et puis bon, après, voilà, elle s'enfuit d'ailleurs, à un moment où elle est laissée pour morte. Coucou qui voit ton dodo en haut sur la falaise, c'est Mad Max. Dans le Et alors même là, il y a... plan que Fury Road d'ailleurs, hein, dans un plan où il surveille Exactement. comme ça le Et le fait Wasteland. est que tu as certaines personnes qui pourraient dire ouais, c'est du fan service. Non, c'est pas du fan service parce que déjà on ne le voit que de dos, il ne parle pas, on ne verra pas de visage et même qu'on le voit pas recueillir Furiosa, c'est lui qui sauve indirectement Furiosa, mais on montre pas le sauvetage. C'est à elle d'être le mythe. Et d'autant plus qu'on comprend très vite que Mad Max en fait, c'est pas qu'il la sauve, c'est qu'elle c'est évanouie, elle est à moitié morte. En fait, il récupère le cadavre qu'il donne à la vieille dame qui récupère les cadavres. Ouais, C'est tout. bien sûr. C'est elle qui va se faire toute seule et qui va s'en sortir de ça après. C'est ça qui est fort. C'est pour ça que Mad Max, il est là. Oui, indirectement, il va aider à la création du mythe de Furiosa, qui conclura d'ailleurs un peu dans Fury Road, enfin, qui l'aidera à conclure. Mais en fait, il le fait pas de façon consciente, en mode c'est moi le héros, c'est moi qui vais sauver Non, la pas du tout. princesse en détresse. Du tout, du tout, du tout. Du tout. Là où certains seraient tombés dans ce piège, en mode oh, il la recueille, fan service, coucou, gros plan sur une version numériquement rajeunie de Tom Hardy, coucou, ou de Mel Gibson, comme vous voulez. Et coucou, c'est moi qui la sauve, et voilà. Et puis après, je m'en vais comme le prince. Non, 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 pas du tout. Donc, c'est pas du fan service. Voilà. Non, il y a un pauvre plan. Et puis d'ailleurs, c'est pas Tom Hardy, hein, Bon, on le voit au c'est générique. un autre acteur qu'on voit que de dos, en fait. Voilà. Jacob Tomori, voilà, c'est son nom, s'il nous écoute. C'est peut-être lui qui jouera dans Wasteland, on rigole. Mais non, mais c'est extraordinaire. Et puis bon, bah, je te laisse parler du compteur, là, parce que le film commence là-dessus. Hein, Effectivement, ouais, parce que du coup, on parle du compteur. Mais avant juste de parler du compteur, c'est que justement, il faut que je revienne sur cette phrase rapidement. C'est ouais. cette phrase où elle dit cet arbre formera voilà, les nouvelles générations, etc. Mais il ne formera ni toi ni moi, il formera ceux d'après ou quoi. Et tu vois, pour Ouais. moi, je vois un discours de George Miller qui dit que justement, ce truc qui plante, ces bases qui plantent, il espère que ça formera en fait des gens. Et pour moi, c'est là où c'est un film d'espoir. C'est un film qui forme des gens et qui veut en fait sauver des gens et qui veut pas sauver le cinéma, mais en fait redonner un souffle au cinéma d'action. Pour moi, c'est Non, vraiment ça. c'est là où on revient au rôle de passeur, et puis du coup on enchaînera sur le compteur d'ailleurs, c'est amusant, mais c'est là, il n'est pas dit, non, il n'est pas en train de dire qu'il sauve le cinéma, il est en train de donner les ingrédients pour que derrière, quiconque C'est ça. créateur, même niveau blockbuster, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, là j'ai fait un blockbuster, il le dit, avec les effets, tout ce que vous pouvez voir dans les MCU, autres gros trucs et tout, c'est les mêmes recettes, enfin, c'est les mêmes ingrédients sur le papier. Mais lui, c'est un cuisinier de cinéma qui sait en faire du cinéma. Et il montre que c'est possible. Oui, on épouse la modernité. Non, je ne suis pas un vieux con qui refuse la technologie, etc. Je vous raconte une vraie histoire avec des trucs spectaculaires, mais je l'inclus dans ma narration, dans ma logique. Je pense au film, j'écris le film. Finalement, bon, Denis Villeneuve, à sa manière, le fait aussi. Même si je sais que certains ne seront pas tout à fait d'accord. Mais bon, d'une deux, hein, quand même, bon, ouais. C'est pas pareil. Mais on voit, même Pour moi, Nolan, c'est incomparable. Tu vois, il y a on beaucoup peut, de gens cliché, qui... on peut cracher, j'allais dire cliché, ça veut rien dire, mais on peut clicher ou cracher sur les Nolan ou les Villeneuve, mais ça reste des auteurs de blockbusters qui arrivent à faire quelque chose et qui qui marque. ramènent des choses dans leur blockbuster, qui ramènent des thématiques et tout. Pour moi, c'est ça. J'ai Hein. envie de dire que George Miller, il sublime et il transcende quand même cela. Et oui, c'est que c'est lui le Bien sûr. patron. Voilà. Mais il a l'expérience pour, tout en embrassant le système, entre guillemets, le système actuel. Il montre qu'avec ce système, avec l'argent, le côté blockbuster, le cahier des charges, parce qu'il y a le cahier des charges, on le sent, il est là. Ben, il arrive à faire quelque chose. Et puis ben, après, de passeur à conteur, il n'y a qu'un pas. Et le conteur narrateur, d'ailleurs, qui est ce monsieur? C'est le premier, c'est quand même la première personne que l'on voit. Après le plan du ciel et tout, tiens, c'est Happy Feet, ça aussi. Hein. C'est lui que l'on voit dans ce contexte bleu Effectivement. nuit et tout. Mais Qu'on qui est voit ce déjà monsieur? dans Fury Road, d'ailleurs. Ce Bah, contexte, cette espèce de contexte bleu nuit, je crois oui, qu'on le voit déjà. Il y a déjà ah un bah, on le plan au voit. loin de Fury Road. C'est ça. Bah, t'as les pêcheurs corbeaux et tout, à un moment, quand ils passent de nuit et tout. D'ailleurs, je suis presque Effectivement, déçu. Bah, on pouvait pas aller voir, je suis bête. Ces pêcheurs corbeaux, c'est ce que devient la terre promise des années après. c'est ça, Et ouais, oui, effectivement. et oui, c'est triste, c'est triste. Mais du coup, alors, ce narrateur-conteur, qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que ça, je pense que c'est très capital d'en parler quand même. Bah, on en a parlé effectivement, justement, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que devient Alors si peut-être, parce que je crois que ce narrateur justement là, beaucoup de gens pensent que, moi aussi, mais que c'est du coup le vieil homme, le conteur qu'on voit durant tout le film, qui est
dans l'équipe, voilà, enfin l'équipe, le clan de Dementus. D'ailleurs, avec les mecs d'Immortan Joe à la fin, c'est ça que j'ai pas bien compris. Ouais, c'est ça qui peut nous faire croire que c'est bien lui. Après, il faut revoir le début, en fait, parce qu'on n'a pas fait attention à ce moment-là qui était l'acteur, enfin le personnage et tout. Est-ce que c'est le même qui raconte les histoires de Numentus? C'est probable. C'est vrai qu'après, justement, je pense que comme il est très lucide dès le début, il voit que Dimentus, il fait n'importe quoi. D'ailleurs, beaucoup de gens se retournent contre lui. À un moment, son peuple se retourne contre lui un petit peu. Il contrôle plus rien, en fait. Et je pense qu'il passe chez Immortan Joe parce qu'il voit que c'est plus posé. On peut dire ce qu'on veut d'Immortan Joe, qui est quand même un gros dégueulasse et un vrai méchant, mais au moins il contrôle. C'est-à-dire qu'il a un contrôle sur sa citadelle et les gens sont fidèles à lui. Donc lui, il a réussi sa dystopie, sa dictature, lui. Alors que Dimentus, il a tout foiré. Voilà. Et du coup, ouais, il passe, j'allais dire, à l'ennemi d'une manière ou d'une autre. C'est juste qu'il passe là où il peut continuer à être le témoin de cette humanité, de ce qu'il a connu avant. Et les témoins, encore une fois, on a cette phrase qui revient très souvent aussi. Mais c'est le témoin absolu, c'est-à-dire que lui, il a peut-être 80 balais ou plus, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'on joue avec des ellipses, tu as l'impression qu'il a le même âge. Il a peut-être 80 au début, il doit en avoir 96 à la fin, mais bon, ça aussi, on joue avec le temps, c'est une mythologie, c'est un monde imaginaire de toute façon aussi un peu. Et c'est vrai que ce serait lui le narrateur, ça serait logique, mais logique ou pas? Parler de Max aussi. Parce que alors, voilà, on va en venir à ça, mais 80 ans au début, là, 96, plus au moment où il serait encore là, après que Furiosa lui aurait raconté pour la Libération, il aurait quel âge là, 112 ans, j'en sais rien. On peut rigoler. Mais bon, parce que Charlize Theron, techniquement, c'est 15 ans, au moins 15 ans après encore, Anya Taylor-Joy. Bon. Donc, on a l'impression que le gars est devenu immortel à travers son côté immortel de passeur et de conteur, d'ailleurs, pourquoi pas. Mais ça peut être plusieurs conteurs, ça peut être plusieurs hommes d'histoire, peu importe. Hein. Peut-être qu'il a transmis ça à un autre qui devient plus vieux aussi avec le temps, c'est peut-être juste ça, on ne sait pas. Ou alors hein, c'est mon petit fantasme personnel, mais c'est juste, c'est pour moi. Après tout, George Miller, aussi bien, il peut laisser cette porte ouverte. Et si c'était Mad Max du futur, très loin, qui raconterait, parce qu'au final, je crois que c'est Mad Max 2, c'est le petit garçon qui raconte âgé, c'est voilà ce qu'il a vécu. Aussi bien d'ailleurs, ce vieil homme, c'est le petit garçon de Mad Max 2. Je plaisante. Je pense pas quand même. Ce serait un petit peu compliqué sur la timeline, mais ça montre qu'il y a des gens qui sont là pour raconter. Et ça a toujours été ça, Mad Max au final. Hein. Il y a une transmission derrière. Même dans c'est la figure vague du conte aussi. Mais même dans Beyond, enfin le 3, hein, où il y a cette idée d'écriture, de quelqu'un que les enfants ils attendent aussi leur personne qui reviendrait, leur héros, etc. Les faux prophètes à la George Miller, il y en a toujours ici, il y en a deux de faux prophètes. Il y a toujours Immortan Joe, mais il y a Dimentus aussi. Et si cet homme d'histoire est un faux prophète, non, il raconte le passé, c'est pas pareil. C'est pas un prophète, c'est un conteur. Et aussi bien, ça peut être Mad Max du futur qui, alors en voix off et tout, raconte ce qu'il a vécu avec Furiosa. Ça serait limite son seul intérêt de revenir dans l'univers Fury Road Furiosa, parce qu'on le voit disparaître dans la route, dans la foule à la fin de Fury Road, il pourrait revenir en mode conteur-passeur. Et une forme de George Miller, parce que finalement, Mad Max, c'est le personnage matriciel du cinéma de George Miller. Mad Max, c'est un peu George Miller. George Miller, il voulait raconter des choses à l'époque de la crise pétrolière de l'Australie, ce que ça pourrait devenir et tout. Et donc, il s'est créé comme ça. Et peut-être que du coup, il aimerait que son personnage devienne le conteur qu'il est lui, et le passeur. Peut-être, parce qu'on n'en a pas parlé. C'est un film politique, indirectement dans son humanisme aussi, puisqu'à un moment, le narrateur, avant le 5e acte, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous énumère toutes les guerres d'avant, importantes, et même les guerres d'après de la post-apocalypse. La guerre de l'eau, la guerre du pétrole. D'ailleurs, ça confirme qu'il y a eu une guerre nucléaire, mais on ne pouvait pas en douter avec les mutants. Hein. Voilà, à un moment. Et il raconte toutes ces guerres, machin. Là, on est dans les 40 jours de la désolation. Et c'est là où il fait un time-lapse. Il veut pas la montrer, cette guerre. C'est toujours les mêmes guerres, c'est toujours les mêmes assoiffés de pouvoir, souvent des hommes qui se battent. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il nous montre? Qu'est-ce qu'il nous raconte? La création de Furiosa, où elle se tond les cheveux et elle met son arme, enfin son bras arme mécanique, si on veut. C'est ça qui l'intéresse. Et rien que cette scène de time-lapse, un moment où le narrateur revient, hors du début, hors de la fin, ça nous montre que voilà, la guerre des hommes, ça suffit, c'est bon, on en a déjà parlé, c'est tout, et tout. Lui, il montre l'espoir, voilà, qui revient avec l'arbre à la fin, de cette femme qui veut se battre, qui veut revenir, qui va avoir cette vengeance, mais qui va faire autrement cette vengeance. C'est-à-dire que la vengeance qu'elle va faire en utilisant Nimentus, au lieu de le tuer, elle va l'utiliser pour donner des forces aux femmes, donc qu'elle va sauver de Immortan Joe, pour pouvoir retourner chez elle. Et malheureusement, on sait que dans Fury Road, c'est un peu plus compliqué que ça.
C'est un peu la tristesse quand même. Fury Road, c'est beaucoup plus pessimiste au final que Furiosa. Hein. Mais il y a l'humanisme de George Miller derrière. Voilà. Qui dit, vous voyez, les guerres, alors, on en a soupé pendant des générations. Le message de George Miller dans cette time-lapse-là, c'est les jeunes, les gens, là, même les gens au pouvoir actuellement, faites pas de conneries. Faites pas de conneries. Ça peut paraître naïf. C'est naïf. Mais je crois qu'on a besoin aujourd'hui, dans ce monde, d'un petit rappel à l'ordre, même naïf comme ça. Même naïf aussi, ça, c'est un film d'espoir aussi, enfin, ce que je dis. Ouais. L'espoir qui germe avec l'espoir qui peut même germer sur le plus fou des guerriers. C'est intéressant, quoi. Alors, je pense que là, il n'y a plus qu'à conclure, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'on va inviter quelqu'un pour la conclusion? Eh bien, écoute, on va inviter le bûcheron du cinéma. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé dans les grandes lignes de Furiosa? Alors, est-ce que j'aiguise ma hache ou pas? Ça, c'est une bonne question. Tu peux y aller, hein. Oh, il va encore non, je rigole, évidemment. Je suis complètement d'accord avec tout ce que mes confrères ont dit. C'est un nouveau coup d'éclat de notre cher George Miller qui raconte à la fois, qui réussit à réunir beaucoup d'histoires qui ont existé, qui ont construit les mythes, qui ont bâti les œuvres au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité. On voit que 3000 ans à t'attendre est passé par là. L'histoire de Furiosa peut être vue comme un Adam et Ève inversé. C'est autant reprenant la structure narrative du conte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Et en fait, tout le génie de Furiosa, c'est de parler de la construction d'un mythe, du nouveau mythe qui était déjà apparu dans Fury Road, c'est-à-dire le mythe féminin, parce que le mythe masculin qui est à l'origine en fait de ce genre de film, hein, le film post-apocalyptique qui est inspiré d'autres œuvres comme Hokuto no Ken par exemple. Et aujourd'hui c'est le féminin qui devient le symbole, qui devient le mythe. Donc il faut revenir à la racine même de ce que c'est un mythe, le mythe cambélien, comme tu l'as dit Julien un peu plus tôt. Il faut revenir à la racine pour en extirper quelque chose. Et c'est bien que le symbole de ça, ce soit en fait un monde qui est d'ailleurs guidé par une map des étoiles, qui peut rappeler d'ailleurs Happy Feet, un des plans d'introduction de Furiosa. Son plan d'introduction, c'est d'ailleurs un plan qui rappelle Happy Feet, qui était un film très, très centré sur ça. Et bien sûr, au-delà du fait que ce soit maîtrisé techniquement, George Miller n'a plus rien à prouver et continue encore à pousser les limites d'un numérique, d'une texture, du Westland qui n'a plus rien à voir avec Fury Road même en lui-même. Parce que en fait, il est temps de passer le cap en fait, du mythe et tout simplement en fait, de survivre par la mécanique des fluides. Aujourd'hui, moi, en tout cas, ce que raconte George Miller, c'est peut-être construire un nouvel espoir, sans jeu de mots avec Star Wars, évidemment, de construire un monde nouveau. Et d'ailleurs, le timeless avec les guerres, comme vous l'avez dit, le parallèle est fascinant. Elle devient Furiosa, tel qu'on le voit dans Fury Road. Et d'ailleurs, en citant même le plan, moi, plusieurs fois, en plusieurs étapes, le plan de dos, comment est-ce qu'on introduit Max dans Fury Road? Vous savez, le plan de dos et tout. Même d'ailleurs, en fait, quand elle revient et il tout, recite à travers le plan de Fury Road plusieurs fois. D'ailleurs, il le recite plusieurs fois à l'étape où elle devient de plus en plus Furiosa, telle qu'on va la connaître. Et voilà, c'est un film qui arrive à renouveler le genre que Miller a instauré lui-même. Ce qui est complètement aberrant, parce que c'est un des auteurs qui a instauré ce genre qui le retourne totalement. C'est ça, c'est qu'il arrive à faire des boucles à travers ses films, à travers ses obsessions et ses thématiques. Moi, je trouve ça presque miraculeux. La carrière de George Miller est assez miraculeuse quand même. Parce que quand on y pense, il a fait assez peu de films par rapport à la durée de sa carrière. Et ça prouve qu'il a pris son temps à chaque fois pour bien choisir ses projets et bien les mettre au point. Effectivement. Et puis d'ailleurs, moi je pense que je sais pas trop, mais bon, on finit là-dessus, hein, mais
je pense qu'il a préparé Furiosa et 3000 ans à t'attendre en parallèle, et ça se sent. Donc oui, c'est possible qu'effectivement il y a eu le Covid entre-temps, donc c'est possible qu'il ait tourné Furiosa et qu'après il ait eu du mal à le sortir. Donc oui, c'est vrai que c'est possible que les deux films aient été tournés avec très peu de temps d'écart en fait pour le coup. Ouais, je crois que 3000 ans à t'attendre, justement, ça a été fait parce que avec le Covid, il a pu faire plus simple à ce niveau-là. Enfin, je sais pas. Il a eu des conflits avec les studios principalement pour Furiosa. Donc, ouais, du coup, il s'est fait plaisir avec un film qui a bidé, malheureusement, mais bon, qui est presque trop avant-gardiste, j'ai envie de dire, d'une certaine façon. Enfin, il y a un côté 3000 ans à t'attendre, c'est un film unique qu'on ne reverra pas une deuxième fois, je pense. Enfin, c'est ça mériterait un. Et c'était le film en fait pour en fait appliquer, voir si Furiosa allait justement en fait ça allait réussir son pari de revenir aux racines même des histoires pour en étaler quelque chose. Et c'est pas pour rien que le film s'appelle Furiosa, une saga Mad Max. C'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Ça, à mon avis, sérieusement, à mon avis, c'est les studios qui ont voulu à tout prix qu'il y ait un sous-titre avec Mad Max dedans, surtout. Bah, il fallait qu'il y ait Mad Max. Ça serait appelé Furiosa, point barre, hein, je pense. Oui, très clairement. Mais je trouve que ça renforce une idée que c'est une des sagas Mad Max possibles, c'est la saga Mad Max actuelle. C'est même plus du coup Mad Max, mais c'est Furiosa. C'est elle qui écrit. Maintenant, on doit passer le relais en fait de la masculinité qui a très souvent envahi le genre du post-apocalyptique. Ouais, c'est intéressant de voir réutiliser des personnages de Furero, des acteurs de l'ancienne vague australienne aussi. Voilà, c'est ça, le classique, le passé et le présent et l'avenir moderne. Tout est là en fait chez George Miller. C'est qu'il ne renie rien en fait. Son côté humanité qui transcende les époques et tout, il prend le meilleur de là où c'est possible, partout. Voilà. C'est ça. C'est ça qui est fort, c'est qu'il là, pour le coup, c'est vraiment l'un des rares réalisateurs-auteurs comme ça dans le cinéma qui est capable de réconcilier tout le monde potentiellement aussi. C'est ça, effectivement. Bah écoutez, je pense qu'on va conclure là-dessus. Hein. Enfin, je pense que on a j'allais dire on a tout dit, mais c'est un film tellement dense que. On n'aura jamais tout dit. Enfin, surtout pas après un premier visionnage. Mais justement, vous dans les commentaires, n'hésitez pas à poser vos visions à vous. Hein, ça nous intéresse beaucoup. Bien sûr, n'hésitez pas. Voilà, on débat, on lit tous les commentaires, on répond à la plupart d'entre eux comme d'habitude. Et n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, évidemment, ça nous donne de la force. Mais aussi d'aller voir d'autres critiques sur Furiosa. D'ailleurs, beaucoup de nos camarades ont des chaînes YouTube, notamment Illus Connu ou d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces autres critiques et à aussi. D'ailleurs, tu as fait aussi une vidéo à part, toi, sur Furiosa, sur ta chaîne. Ouais, très voilà, je fais une petite promo. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Nous, de notre côté, on a déjà plein de vidéos. D'ailleurs, si vous voulez encore un peu plus de Mad Max, on vous rappelle qu'on a fait une vidéo sur Mad Max Fury Road la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous tente. Et en attendant, on va faire plein d'autres duos, notamment avec l'arrivée des films de Cannes aussi qui vont pas tarder. Hein, chacun d'entre eux, ils vont sortir dans pas très longtemps. Mais en attendant, merci. C'était Le Bûcheron et Jus. Merci beaucoup d'avoir enregistré avec moi. Et bah écoutez, on vous dit à la prochaine fois. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.